En 1929, face à un effondrement économique mondial sans précédent, certaines des démocraties les plus avancées au monde ont pris une décision franchement fascinante. Et assez catastrophique sur le moment, ouais. Ah, ça c'est clair. Devant l'urgence, avec un chômage qui explosait de partout et une production en chute libre, la stratégie choisie par pas mal de gouvernements, ça a été d'imposer une austérité budgétaire d'une sévérité inouïe. Ce qui est complètement contre-intuitif. Totalement. En lisant les archives de cette période, l'impression qui s'en dégage, c'est vraiment celle d'un type qui regarde sa maison brûler et qui, pour faire des économies sur sa facture, décide de couper l'arrivée d'eau principale. C'est une super image. Et c'est un réflexe paradoxal, c'est vrai, mais qui s'explique par une vraie terreur idéologique de l'époque, hein. En fait, les dirigeants étaient tellement obnubilés par la stabilité monétaire qu'ils ont préféré sacrifier le tissu social plutôt que de remettre en question leur dogme financier, quoi. Bon, décortiquons ça. Aujourd'hui, on se plonge dans une masse énorme de notes universitaires et d'archives historiques qui retracent un peu la grande confrontation entre les démocraties et les totalitarismes, en gros de 1920 à 1980. Un programme chargé. Très chargé. Et il y a un point crucial que je veux préciser d'emblée. Les documents qu'on examine détaillent vraiment l'ingénierie du fascisme, du nazisme et du communisme stalinien. L'idée ici, c'est pas du tout de faire la morale. L'histoire s'en est déjà chargée avec un bilan effroyable. Absolument oui. L'objectif est purement analytique. On veut ouvrir le capot de ces idéologies extrêmes pour observer exactement comment les moteurs ont été construits, comment ils ont captivé des millions d'esprits, et surtout comment l'ordre libéral a dû se réinventer de fond en comble pour pas disparaître. Exactement. Et pour comprendre cette mécanique, il faut rejeter l'idée que les dictatures surgissent du néant, genre juste par la force de quelques leaders charismatiques. Il y a toujours un incubateur. Et cet incubateur, c'est la crise. Voilà. C'est l'échec initial, profond et systémique des démocraties à protéger leur population pendant les années 30. Le crash de Wall Street, c'est pas qu'un événement boursier en fait, c'est le déclencheur du nombre de chocs asymétriques. Et cette asymétrie, elle est super frappante dans les chiffres. Le virus économique se propage pas du tout uniformément. L'Allemagne est percutée de plein fouet dès 1929. Ouais, parce que depuis la fin de la Première Guerre mondiale, toute l'économie de la République de Weimar tenait sous perfusion des capitaux américains. C'est ça. Donc quand les banques américaines rapatrient leurs fonds, l'industrie allemande s'effondre avec une baisse de production de 17%. Ensuite, la Grande-Bretagne plonge en 1930. La France, elle, avec son économie un peu plus rurale et moins financiarisée, elle semble d'abord épargnée. Mais elle finit par être rattrapée violemment vers 31-32. Exactement. Et c'est là que la fracture se crée dans les réponses politiques. La Grande-Bretagne, elle fait face au mur et elle choisit le pragmatisme. Dès 31, il quitte les talons or. Ce qui est une décision majeure pour l'époque. En laissant flotter la livre sterling, la monnaie perd de sa valeur, ce qui rend mécaniquement les exportations britanniques moins chères. Et ça redonne de l'oxygène à leur industrie. Exactement. Ils ajoutent à ça des tarifs douaniers en 32 pour protéger leur marché intérieur. En gros, ils s'adaptent à la réalité. Mais de l'autre côté de la Manche, la France refuse catégoriquement cette voie. Les dirigeants français s'enferment dans ce qu'on a appelé le bloc or. Ah oui, l'obsession du franc fort. C'est ça, ils s'obstinent, ils refusent la dévaluation et pour compenser, ils décident de couper massivement dans les dépenses publiques. Ils réduisent le nombre de fonctionnaires, baissent les salaires, enfin tout ça jusqu'à l'arrivée du Front populaire en 1936. Une vraie purge budgétaire. Mais attends, je veux bien comprendre, s'accrocher à une monnaie forte alors que l'économie mondiale s'effondre, que la production en Pologne chute de 25% et que le chômage ravage les classes moyennes, ça n'a aucun sens économique? Pourquoi les élites françaises s'infligent ce genre de suicide? En fait, il faut se replacer dans la psychologie des décideurs de l'époque. Leur traumatisme absolu, c'est pas le chômage. C'est l'inflation. C'est l'inflation. Ils sont hantés par le spectre de l'hyperinflation des années 20. Surtout celle de Weimar, où la monnaie valait plus rien et où ça a ruiné tous les épargnants. Ah ouais, les fameuses brouettes de billets. Voilà. Pour les élites françaises, la rigueur budgétaire et l'étalon or, ce sont des piliers de la civilisation. Ils sont persuadés qu'une purge va assainir le système. Le problème, c'est que cette orthodoxie crée un vide existentiel. Les démocraties libérales semblent subitement paralysées, incapables de garantir le droit le plus basique. Le droit de se nourrir par son travail. Exactement. Et la nature a horreur du vide. Si le système constitutionnel est incapable d'agir, les populations désespérées vont naturellement se tourner vers ceux qui promettent l'action, l'énergie et l'unité, quitte à sacrifier la liberté individuelle. C'est exactement dans cette brèche que les totalitarismes s'engouffrent. Les notes s'appuient d'ailleurs sur la philosophe Hannah Arendt qui décrit super bien les piliers de cette nouvelle machinerie.
Un parti unique, un leader idéalisé, un appareil de terreur policière comme le OVRA en Italie, et surtout, le monopole absolu des communications et de l'économie. C'est ça, l'innovation glaçante du totalitarisme par rapport aux tyrannies classiques du passé, c'est l'ambition de refaçonner la réalité elle-même. Et sur le plan économique, la première étape, c'est de fournir une illusion d'efficacité immédiate, Ouais. pour légitimer le contrôle, quoi. Le triomphe du dirigisme d'État. Complètement. En Italie, Mussolini orchestre la bataille du blé pour atteindre l'autarcie alimentaire. En Allemagne, le régime nazi lance des chantiers pharaoniques, les autoroutes, et surtout un programme de réarmement clandestin massif qui fait s'effondrer le chômage entre 33 et 35. Et du côté soviétique, l'approche est tout aussi radicale avec le premier plan quinquennat de 29. La collectivisation, le productivisme forcé, on voit émerger toute la propagande autour du mouvement stakhanoviste. Ah oui, le fameux mineur. Ouais, Alexei Stakhanov. Ils ont mis en scène ce type qui aurait prétendument extrait 102 tonnes de charbon en 6 heures, soit 14 fois la norme. Mais le mécanisme derrière cette mise en scène est hyper pervers. Ériger ce record truqué en norme nationale, ça permettait à l'État de justifier l'augmentation infernale des cadences pour tous les ouvriers. Et de punir ceux qui n'y parvenaient pas en les traitant de saboteurs, bien sûr. C'est ça. Mais il faut bien réaliser que cette prétendue efficacité macroéconomique, en fait, elle cachait une brutalité dont l'échelle dépasse complètement l'entendement. La modernisation forcée par Staline, c'est pas juste des barrages et des usines. La collectivisation des terres détruit la paysannerie et provoque délibérément la famine ukrainienne, le Holodomor, en 32-33. Les chiffres dans nos sources sont glaçants. On parle d'au moins 3,3 millions de morts. Et ils recensent plus de 2000 condamnations pour des actes de cannibalisme dictés par le désespoir absolu. C'est terrifiant. Et la terreur est aussi interne à l'appareil d'État. Pendant les purges, Staline fait éliminer 35 000 officiers. Il décapite sa propre armée rouge. Et en Allemagne, la brutalité se légalise avec les lois de Nuremberg dès 1935, ce qui institutionnalise le racisme biologique qui mènera à la Shoah. Comment ces régimes ont-ils évité un soulèvement massif de leur population? La police secrète peut pas être derrière chaque citoyen à chaque minute. Non, c'est matériellement impossible. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les sources montrent qu'ils ont compris avant tout le monde la puissance de la narration d'État. C'est pas seulement de la censure pour cacher la vérité, c'est la création d'un univers mental alternatif. Exactement. La terreur physique n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié, c'est vraiment la conquête de l'esprit. Les exemples dans nos archives sont d'une précision chirurgicale. Prenez cette affiche de propagande diffusée en Alsace annexée en 1941. On n'y voit pas de grands slogans abstraits. On y voit un simple balai qui pousse hors du cadre le coq gaulois, un képi, une Marianne. Tout ce que le texte qualifie de bric-à-brac français. Voilà. C'est un nettoyage culturel visuel destiné à effacer jusqu'au souvenir de l'identité précédente. Et en URSS, un cinéaste de génie comme Sergei Eisenstein, il n'est pas financé pour divertir le public. Il reçoit des commandes d'État pour forger la mythologie soviétique sur grand écran et éduquer les masses dans la grille de lecture marxiste-léniniste. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'obsession de ces régimes pour le temps libre. Ah ouais, détester ça. Complètement. Le totalitarisme part du principe que le temps non surveillé est un temps dangereux, parce que c'est le temps de la réflexion individuelle. L'État s'infiltre donc dans chaque interstice de la vie quotidienne. En Allemagne, le Front du travail nazi encadre les loisirs. En Italie, l'organisation Dopo Laboro prend en charge le sport, la culture, les vacances. Il n'y a plus aucune frontière entre le public et le privé, en fait. C'est ça. L'individu n'existe plus en tant que tel. C'est juste une cellule dans le grand organisme de l'État. Sauf qu'une machine conçue pour un contrôle total et une expansion infinie, elle ne peut pas coexister pacifiquement avec des voisins démocratiques. La collision était inévitable, ce qui nous mène à la Seconde Guerre mondiale. Forcément. La nature de ce conflit est archi-documentée, mais nos documents mettent en lumière une dynamique statistique qui force à revoir un peu la narration classique. Quand on pense à la victoire des Alliés, l'imagerie populaire se tourne tout de suite vers l'industrie américaine et le sacrifice soviétique. Ce qui est vrai, mais incomplet. Très incomplet. Les chiffres montrent une mobilisation impériale massive par les démocraties européennes. 1,5 million de soldats indiens mobilisés, 2 millions d'Africains et d'Asiatiques. Et cette mondialisation des ressources, c'est la clé de voûte de la survie des démocraties. Les empires coloniaux n'ont pas seulement fourni des hommes, ils ont fourni les matières premières stratégiques, le caoutchouc, le pétrole, les minerais et des bases de repli fondamentales. Ce qui soulève une question d'histoire contrefactuelle passionnante.
Si on retire cette équation coloniale, si la France et l'Empire britannique avaient dû affronter la machine de l'Axe uniquement avec les ressources de leur métropole, L'ordre libéral aurait très probablement été anéanti avant même l'intervention américaine. c'est fou d'y penser. Mais la réalité logistique indique clairement que la métropole seule pouvait pas tenir un tel effort de guerre totale. Et pendant que les fronts militaires mondialisés tentaient d'écraser la machine totalitaire de l'extérieur, une autre bataille se jouait de l'intérieur, la résistance. Une résistance qui prenait des formes très diverses, d'ailleurs. On est loin de la seule image du maquisard armé. Les notes détaillent la résistance civile, souvent spontanée. Par exemple, la grande grève d'Amsterdam en février 1941, des travailleurs néerlandais qui paralysent la ville pour protester ouvertement contre les rafles de citoyens juifs. C'est un acte de défiance inouïe sous occupation militaire. Totalement. Ensuite, il y a la structuration politique et armée, comme l'unification des mouvements en France par Jean Moulin en 1943, ou l'insurrection dramatique de l'armée de l'intérieur polonaise à Varsovie en août 1944. Et au-delà de l'impact tactique, les sabotages ou le renseignement, ces mouvements de résistance portaient un enjeu philosophique vital. L'ambition ultime du totalitarisme, c'était de prouver que l'âme humaine pouvait être entièrement brisée et formatée. Soumise à 100%. C'est ça, donc chaque acte de résistance, même distribuer un tract clandestin, c'était la démonstration empirique que le libre arbitre survivait, que le projet de contrôle total était une illusion face à la volonté individuelle. Et c'est avec cette prise de conscience assez amère que les démocraties émergent des ruines en 1945. La guerre militaire est gagnée, ok, mais politiquement, les dirigeants comprennent qu'ils marchent sur des œufs. S'ils reviennent à l'orthodoxie budgétaire des années 30 et s'ils laissent le chômage exploser, les populations vont se tourner vers de nouveaux extrêmes. Ils ont retenu la leçon de 1929. Voilà, ils réalisent qu'ils doivent gagner la paix en réinventant la guerre économique. L'austérité est jetée aux oubliettes. C'est l'avènement du paradigme keynésien. L'idée centrale bascule, c'est plus l'offre qui doit dicter les règles, c'est la demande. Il faut mettre du pouvoir d'achat directement dans les poches des gens. Pour que leur consommation relance l'outil industriel. Et ça, c'est le fondement de ce qu'on va appeler l'État-providence, ou le welfare state au Royaume-Uni avec le fameux rapport Beveridge. En France, ça se traduit par la création de la sécurité sociale en 1945. Le rôle de l'État subit une mutation spectaculaire, en fait. Il passe de gendarme à pilote, quoi. Exactement. Il devient l'assureur ultime de ses citoyens contre les accidents de la vie, la maladie, la vieillesse. Le pilotage devient même très direct. L'État prend le contrôle des secteurs névralgiques, par des vagues de nationalisation. L'énergie avec EDF et GDF, l'industrie lourde comme Renault, et même le système bancaire pour contrôler le crédit. Et on voit apparaître cette méthode du stop and go. L'alternance de relance et de stabilisation. C'est ça. L'économie ralentit. L'État appuie sur l'accélérateur, lance des grands travaux, augmente les salaires. Comme le fera le plan Chirac en 1975. L'inflation menace de s'emballer. L'État appuie sur le frein, gèle les prix, réduit les dépenses, comme avec le plan Pinaille dans les années 50. C'est une ingénierie sociale totalement inédite. Si on reprend notre métaphore du début, en 29, l'Amazon a brûlé parce qu'on a coupé l'eau. Après 1945, au lieu de reconstruire les mêmes murs en croisant les doigts, les démocraties ont construit un nouveau bâtiment en intégrant directement un système d'extinction automatique des incendies dans les fondations. J'aime beaucoup l'analogie. Cet État-providence, c'est vraiment un mécanisme d'absorption des chocs, conçu pour que la détresse sociale ne puisse plus jamais se transformer en désespoir politique. Mais ça suffisait pas de faire ça juste à l'échelle nationale ? Ah non. Si on relie ça au contexte global, cette ingénierie sociale devait s'accompagner d'une ingénierie géopolitique. Les dirigeants ont compris que les idéaux abstraits de l'entre-deux-guerres, genre la société des nations, ça pesait rien face aux tanks. Fallait du concret. Un pragmatisme implacable. Et c'est la logique du plan Schuman en 50 et de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. L'idée est brillante de simplicité matérielle. Si la France et l'Allemagne mettent en commun la production des deux matières premières indispensables pour forger des armes, une nouvelle guerre devient pas seulement moralement impensable, elle devient techniquement impossible. Une copropriété industrielle forcée, en somme. Exactement. Et ça pave la voie au traité de Rome en 57. Et cette double structure, l'État-providence à l'intérieur et l'intégration européenne à l'extérieur, va générer une période de prospérité inouïe. Les fameuses 30 glorieuses. Avec la diminution du temps de travail, les congés payés, le tourisme de masse. L'ordre libéral prouve par les faits qu'il peut offrir la sécurité matérielle promise par les dictatures, mais sans sacrifier les libertés individuelles. Le contrat social est sauvé. Mais parce qu'il y a un grand mais,
Cette refonte ne s'est pas faite dans un monde apaisé. Elle s'est faite sous la menace constante de l'anéantissement nucléaire. La guerre froide. Et oui, Le monde est scindé en deux blocs étanches. L'Ouest avec le plan Marshall et l'OTAN, face à l'Est sous domination soviétique, structurée par le pacte de Varsovie. Et cette pression géopolitique permanente va exercer une force de gravité énorme sur la politique intérieure en Europe. forçant en particulier les mouvements de gauche à des mutations déchirantes. L'exemple détaillé dans les archives sur la social-démocratie allemande est saisissant. Prenez le SPD en Allemagne de l'Ouest. Historiquement, c'est un parti ancré dans le marxisme. Dont le but ultime est la révolution et le dépassement du capitalisme. Voilà. Mais en 1959, lors du congrès de Bad Godesberg, c'est le séisme idéologique, le SPD abandonne carrément la référence à la lutte des classes. Ils acceptent le cadre de l'économie sociale de marché et la propriété privée. Il passe d'un parti strictement ouvrier, un Arbeiterpartei, à un parti de rassemblement des classes moyennes, un Volkspartei. C'est un renoncement vertigineux à leur dogme. Pourquoi un tel virage? Parce que l'alternative soviétique, juste de l'autre côté du rideau de fer, c'est un épouvantail terrifiant. Et c'est là que réside une ironie historique fascinante. C'est l'existence même du bloc soviétique, sa menace militaire et politique qui a forcé la gauche réformiste occidentale à se modérer. La peur de l'URSS les a poussés à chercher le compromis, à s'intégrer au système, et paradoxalement, à sauver l'économie de marché en la forçant à devenir protectrice. C'est une adaptation de survie. Et pour le coup, pour les partis communistes d'Europe de l'Ouest qui étaient restés fidèles à Moscou, le réveil sera encore plus brutal. Ah, tu m'étonnes. Les interventions militaires soviétiques pour écraser toute tentative de libéralisation dans le bloc de l'Est vont créer des fractures irrémédiables. On a l'écrasement de l'insurrection de Budapest par les chars en 56, puis le printemps de Prague en 68. À chaque fois, la véritable nature impérialiste du régime soviétique éclate au grand jour. Et les sources retracent bien cette agonie intellectuelle. On voit l'émergence de ce qu'on appelle l'eurocommunisme. Des figures comme Enrico Berlinguer, à la tête du Parti communiste italien, qui finissent par rompre avec Moscou pour affirmer une voie démocratique. Et en France, le milieu intellectuel finit par imploser face aux faits. Sartre lui-même écrit sur le fantôme de Staline, ce qui acte la désillusion. Et le coup de grâce intellectuel intervient dans les années 70 avec la publication en Occident de L'archipel du Goulag par Solzhenitsyn. Le niveau de détail sur le système concentrationnaire détruit les derniers remparts du déni. On ne pouvait plus faire semblant de ne pas savoir. C'est ça. Ça devenait politiquement intenable pour un dirigeant à Paris ou à Rome de vanter le modèle soviétique tout en profitant le soir de la liberté de la presse, des congés payés, des soins gratuits offerts par l'État-providence occidental. L'écart entre l'utopie théorique et la brutalité du réel était devenu trop énorme. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Si on prend un peu de recul sur cette immense fresque que nos sources viennent de dessiner. Au départ, dans les années 30, des dirigeants pétrifiés par des dogmes économiques ont réagi à une crise mondiale en asphyxiant leur propre société. Cette paralysie a ouvert une voie royale à des machines totalitaires qui promettaient l'ordre au prix du contrôle absolu et de l'extermination d'une partie de l'humanité. Un prix exorbitant. Pour survivre à ces monstres, les démocraties ont dû mobiliser la terre entière, en s'appuyant sur les ressources de leurs empires coloniaux. Et une fois la tempête passée, la survie politique a exigé l'invention d'un nouveau contrat social, un État-providence garant de la sécurité matérielle, couplé à une intégration européenne pour rendre la guerre industrielle obsolète. Et toute la réflexion de ces archives nous mène à ce constat final. L'ordre libéral contemporain, ses institutions, la construction européenne, tout cet appareillage complexe a été forgé il y a près de 80 ans. Il a été conçu, sur mesure, comme un système immunitaire spécifique contre les fascismes et les crises industrielles du XXe siècle. Une réponse à un moment précis de l'histoire. Exactement, et la question de fond qui reste ouverte aujourd'hui pour tous ceux qui s'intéressent à ça, face à des chocs qui sont plus ceux du charbon et de l'acier, mais ceux de la donnée, du climat, des nouvelles polarisations, c'est de savoir si ce système immunitaire octogénaire est toujours capable de nous protéger. Si on est en train de refaire la même erreur. Voilà. Est-ce que, par attachement à nos propres dogmes contemporains, une nouvelle erreur d'impuissance est en train d'être commise? Ce qui ouvrirait la porte à des mutations politiques totalement inédites. C'est une mécanique historique qui résonne lourdement avec le présent. Merci d'avoir décortiqué tout ça avec moi, gardez un œil critique sur les certitudes de notre époque, et à très bientôt pour poursuivre cette exploration.